Dans cette séquence, nous allons vous sensibiliser au fait que la motivation à mettre en place un comportement de santé dépend également d'une évaluation des coûts et des bénéfices que ce comportement engendrerait. Nous voulons aussi vous rendre conscient que cette évaluation peut évoluer dans le temps. Prenons l'exemple d'une personne qui veut arrêter un comportement à risque. Je suis fumeur à raison de 25 cigarettes par jour. Cette consommation occasionne notamment de la toux et des maux de tête. Si je raisonne de manière rapide, je pourrais me dire qu'arrêter de fumer devrait me permettre de faire disparaître ces symptômes. Et puis, une petite voix me dit « Oui, mais est-ce que je ne vais pas devenir irritable ? Et cette semaine, avec toutes les tâches que j'ai à faire pour le moment au travail et à la maison, non, décidément, ce n'est pas le bon moment pour arrêter de fumer. Je verrai cela plus tard. » Partant d'exemples comme celui-là, de nombreux auteurs sont d'accord pour dire que le processus de mise en place d'un comportement de santé se compose de différentes étapes. Le raisonnement est le même pour une personne qui veut changer de catégorie de comportement, c'est-à-dire une personne qui veut passer d'un comportement à risque, ne pas porter son casque lorsqu'on roule en vélo, à un comportement protecteur, mettre systématiquement son casque lorsqu'on roule en vélo. Selon Prochaska et Di Clemente, la modification d'un comportement relatif à la santé se décompose en différentes phases distinctes et ordonnées dans le temps. Classiquement, les utilisateurs du modèle s'accordent pour dire qu'il y a 4 stades principaux. Il y a d'abord la précontemplation, ensuite la contemplation, puis l'action et enfin le maintien. Dans certains contextes, vous verrez aussi parfois décrite une étape intermédiaire qui se situe entre la phase de contemplation et la phase d'action. Et cette étape est alors appelée phase de préparation. Chacune de ces phases est caractérisée par une évaluation spécifique des coûts et des bénéfices du changement qui, dans ce modèle, fait référence à la balance décisionnelle. En effet, selon le stade de changement où la personne se trouve, celle-ci se focalise davantage soit sur les coûts, soit sur les bénéfices. Le stade de la précontemplation est caractérisé par la mise en évidence de davantage de coûts que de bénéfices, voire même aucun bénéfice. Qu'observe-t-on dans ce stade ? La personne a très peu l'intention de changer, soit parce qu'elle ne voit pas du tout le problème, ou parce qu'elle ne sent pas ou ne veut pas être concernée par le problème, ou soit encore parce qu'elle voit peu d'intérêt au changement. Prenons l'exemple du tabac. Une personne à ce stade pourrait dire « Je suis contente d'être fumeuse, j'y prends beaucoup de plaisir, de plus arrêter me rendrait nerveuse et occasionnerait une prise de poids. » Quelles sont les conséquences qui maintiennent la personne dans ce stade ? Les personnes peuvent être dans cette étape par manque d'informations au sujet des conséquences de leur comportement. Ou bien, les personnes cherchent à éviter de penser aux conséquences négatives de leur comportement. Elles s'accrochent aux conséquences positives. Ou alors, dans un tout autre registre, les personnes peuvent également avoir échoué un certain nombre de fois dans le processus de changement. Et elles ont ainsi perdu leur confiance et leur motivation à changer. Le deuxième stade s'appelle la contemplation. Dans celui-ci, la personne considère l'opportunité de changer. Elle entre dans un processus de réflexion où elle pèse davantage le pour et le contre. Qu'observe-t-on dans ce stade ? Des avantages au changement commencent à arriver. Cependant, des coûts persistent ou pèsent dans la balance. Quelles sont les causes qui maintiennent la personne dans ce stade ? La personne entre dans un processus d'ambivalence. J'ai envie de changer, oui mais. Reprenons notre exemple. À ce stade, une personne pourra avoir comme discours « Je me rends compte que je tousse beaucoup, je remarque que j'ai de plus en plus difficile d'aller marcher avec mon groupe d'amis, je suis très vite essoufflée. Je devrais donc peut-être songer à diminuer ou bien arrêter de fumer. Mais je trouve cela difficile, je ne sais pas comment faire, j'ai peur de grossir. » L'effort à réaliser pour changer est donc conséquent. Cela nécessite de quitter un comportement familier et la personne peut faire marche arrière devant toute cette énergie à mettre dans le nouveau comportement. Le troisième stade est celui de la préparation. Dans celui-ci, la personne a décidé de changer et commence à définir un plan d'action. Concevoir un plan d'action signifie presque nécessairement avoir diminué son ambivalence et cela peut se mettre en place de différentes manières. En voici une.
La personne peut augmenter les arguments pour le changement tout en diminuant les arguments contre ou en modifiant l'importance des arguments qui empêchent le changement. En effet, chaque argument en faveur ou en défaveur du changement a un certain poids, une certaine importance. Par exemple, au départ, le fait d'être plus nerveux en arrêtant de fumer pouvait être un argument contre le changement d'une grande importance, par exemple à du 9 sur 10. Petit à petit, après une réflexion sur cet argument, le fait d'être un peu plus nerveux peut finalement être un contre avec une importance moindre, à du 5 sur 10 par exemple. Cette évolution permet alors d'envisager des changements plus concrets et de les expérimenter. Une autre façon de se préparer au changement est d'apporter de petites modifications, comme par exemple, la personne peut décider de fumer 3 cigarettes la journée au lieu de 9. Et lorsqu'elle est au restaurant, attendre seulement la fin du repas pour aller fumer. Ces petites modifications ne sont pas encore le sevrage tabagique complet, mais elles y conduisent. Le 4e stade est celui de l'action, dans lequel la personne modifie significativement son comportement. Par exemple, j'ai arrêté de fumer. La personne expérimente les aspects positifs de ce changement, ce qui vient alimenter sa balance décisionnelle. Elle sera également vigilante à ne pas se placer dans des situations à risque et est motivée à poursuivre ses objectifs. Le dernier stade est celui de la maintenance, dans lequel le changement est maintenu dans le temps. Par exemple, j'ai arrêté de fumer depuis 4 mois. À cette étape, la personne peut avoir le sentiment d'avoir réussi à changer. Sa confiance en sa capacité à gérer les situations à risque augmente et dans ce cas, elle s'autorise quelques écarts. Par exemple, prendre quelques bouffées de la cigarette d'une amie en soirée. Dans ce modèle, la modification d'un comportement est un processus évolutif dans le temps, comprenant des phases ordonnées à franchir pour arriver à la dernière phase, qui est l'adoption du comportement. La particularité de ce modèle par étapes est donc de prendre en compte la dimension temporelle du changement. Cependant, il nous semble important de partager avec vous quelques nuances à propos de l'élaboration de ce modèle. Tout d'abord, ces différentes étapes ne se suivent pas nécessairement de façon linéaire, c'est-à-dire en partant de 1 pour aboutir à 5. Une personne peut très bien arriver à un stade et puis retourner au stade précédent. Ensuite, les moments d'entrée et de sortie dans le cycle peuvent être multiples. Une personne peut entrer dans le processus en étant déjà dans la phase de préparation, ou encore une autre peut atteindre le stade de l'action et puis retomber en pré-contemplation ou en contemplation, en ayant sous-estimé les coûts ou les obstacles dus au changement. Ces retours en arrière, que l'on pourrait appeler rechutes, sont généralement plutôt la règle et non pas l'exception. À titre illustratif, de nombreuses études mettent en évidence le fait qu'un fumeur effectue en moyenne 4 rechutes avant de passer à l'arrêt définitif de la cigarette. Enfin, l'analyse de ces chutes permet de mettre en évidence les barrières et obstacles qui n'avaient pas été mis en évidence ou sous-estimés au préalable. En résumé, à chaque stade, les obstacles à franchir sont nombreux et ceux-ci sont différents pour chacun d'entre nous. En même temps, chaque obstacle identifié permet d'augmenter notre sentiment de compétence et de maîtrise sur le comportement. Cela nous incite aussi à ajuster les attentes de résultats. Et enfin, cela nous permet de réduire les coûts liés au changement de comportement en faveur des bénéfices.